travail, RIM, et là, l'offre aussi les volontaires étudiants. Je suis très très ravi d'être parmi vous, je suis très ravi d'être en Tunisie. Je vois d'échouer le processus de transition démocratique. Tout est extrêmement difficile. On compte sur la Tunisie à créer un modèle alternatif à ce qu'on voit autour de nous. Et vous avez de la chance que jusqu'à maintenant, sauf que Bafer a dit quelque chose de différent maintenant, que vous n'avez pas de ressources pétrolières ou autres. J'espère que vous ne l'aurez jamais, parce que je ne suis pas sûr qu'avec dans des pays comme les nôtres, avec tout le contexte géopolitique, je ne suis pas sûr des résultats. Donc jusqu'à maintenant, vous avez de la chance tant que les ressources ne sont pas claires. Une autre chose que je vais, juste dans mon introduction, en écoutant aussi Nîmes au début, dans l'ouverture, l'espace universitaire, c'est l'espace démocratique par excellence. On parle de démocratie et de statistique, c'est là où la démocratie se passe. Dans un système universitaire patriarcal où il y a un intervenant comme moi qui parle pendant 40 minutes, comme je rigole, je ne parlais pas 25 minutes, alors qu'on m'a donné 40 minutes. Donc, c'est un système patriarcal, c'est l'espace où les idées sont provoquées, les esprits sont provoqués. Ce n'est pas l'espace où on est là juste pour écouter et nous imposer de l'information. Et je pense que c'est une des choses probablement un peu arabo-francophone, c'est que quand on tient le micro, on veut parler jusqu'au bout, vous pouvez m'interrompre si quelqu'un a une idée, une intervention, juste donnez-moi un peu un signe et on peut en discuter, avoir une conversation ensemble. C'est l'espace démocratique par excellence. Si on n'arrive pas à vivre la démocratie au sein de l'espace universitaire, on ne peut pas le vivre en société. Surtout que je vois beaucoup d'étudiants, de jeunes qui sont engagés. C'est là où se commence l'engagement citoyen et ce n'est pas juste dans des espaces politiques et économiques. Vous allez excuser mon français, parce que ça fait un bout de temps, je suis beaucoup plus sur l'anglais, donc je vais essayer de le pratiquer maintenant ensemble, mais on m'a demandé de français, donc je vais essayer de le faire. Aussi en écoutant le premier panel, en écoutant aussi une composante de Jean-Jacques quand il a présenté l'historique, imaginez, est-ce qu'on peut parler de démocratie sans données, sans des statistiques? Est-ce qu'on peut parler de démocratie sans un développement local, c'est-à-dire sans un engagement, une participation des citoyens dans le processus de prise de décision? Pour un engagement des citoyens dans ce processus, imaginez qu'on va le faire sans être informé. On va développer des politiques publiques de développement sans avoir des données pour créer des solutions. Et c'est pour cela que dans nos pays, la plupart de nos politiques publiques vont en faillite. Parce qu'on n'a pas des données fiables. Donc je ne sais pas si on peut parler de démocratie sans statistiques, sans données, pour créer des solutions qui sont faisables, mais qui sont innovatrices, et qui peuvent ramener à un engagement, une participation citoyenne réelle dans le processus de prise de décision, dans tout ce qui est en rapport avec l'espace public, avec les politiques publiques. Ce que je vais essayer de faire dans mon petit exposé, en fait il n'est pas très petit, mais je vais essayer de le dire, de créer un lien entre le matin, démocratie, statistiques, données, l'après-midi, la gouvernance, la communication. On va parler d'entrepreneuriat social. Est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens de ce que nous avons fait il y a les 20 dernières années? On a utilisé les mêmes outils, les mêmes instruments, les mêmes stratégies. Voilà le monde arabe, nos pays, la Tunisie, le Liban, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut trouver des alternatives plus innovatrices? Comment on va développer nos systèmes de gouvernance, notre développement local, régional? On va engager les citoyens dans un processus de partenariat et non seulement de participation. Et voilà comment je vois l'entrepreneuriat social, ce n'est pas juste la création d'entreprises. Et vous allez voir dans mon exposé, ce n'est pas la création d'entreprises. C'est une multitude de choses, c'est un instrument, c'est une stratégie. Ça peut être un mécanisme pour un développement sociopolitique et pas seulement économique. Dans mon exposé, je vais aborder six titres principaux. D'abord, on parle de transition. On a fait une recherche sur 6 pays dans la région. Quels sont les common patterns? Quels sont les éléments communs qu'on voit dans les pays en transition? Comment on peut définir l'entrepreneuriat social au niveau local pour que ce soit un mécanisme, une stratégie plutôt que la création d'entreprises sociales? Quels sont les atouts des Tunisiens aujourd'hui? Je ne suis pas tunisien, mais puisqu'on est phéniciens tous les deux, ou puisqu'on a l'influence française francophone dans nos pays,
Sauf qu'il y a une petite différence entre le Liban et la Tunisie, c'est qu'on est post-nation state. Il y a tout un débat maintenant sur le rôle des gouvernements. Au Liban, on a découvert qu'on n'a plus besoin de gouvernement. C'est une idée un peu archaïque. Donc on est au-delà, c'est-à-dire on n'a ni président, ni cabinet ministériel, ni parlement, mais ça fonctionne quand même. Mais en fait, tout en rigolant, il y a quelque chose qu'il y a dedans. Probablement, le monde entier en souffre du rôle des gouvernements. C'est vrai qu'il faut repenser le gouvernement comme concept et son rôle dans la société. Je suis en faveur des gouvernements dans le sens de l'instance étatique, publique, qui est responsable de la protection des citoyens, mais je pense qu'avec la technologie, le changement, on ne peut pas parler de données si on ne parle pas de technologie. Tout a changé dans ce monde, sauf nos États. Donc on va parler des atouts tunisiens, et puis on parlera un peu développement local, comment le développement local doit être l'accélérateur de la décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est une des composantes essentielles de la démocratie, mais quelle décentralisation? Et l'entrepreneuriat social comme la stratégie, comment à travers ce processus on peut considérer l'entrepreneuriat social comme une force, un mécanisme pour la stabilité politique pour la Tunisie. Et c'est à travers une étude qu'on a faite il y a 2 ans sur les régions, sur comment dynamiser l'entrepreneuriat social comme une stratégie, on finit par quelques pratiques futuristes. En fait, elles ne sont pas futuristes, elles sont futuristes relativement à nos pays, et là on est dans le monde arabe. En commençant juste pour un peu penser la transition, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la région. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit article qui a été envoyé par un citoyen koweïtien au Financial Times. Il a essayé de décrire au Financial Times qu'est-ce qui se passe. Il dit, je vais le lire en anglais rapidement, A short guide to the Middle East. Est-ce que vous parlez l'anglais un peu? Oui. Parfait. Donc il dit, from Mr. Al-Sabah, Sir, Iran is backing Assad. Gulf states are against Assad. Assad is against Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood and Obama are against General Sisi. Sisi, not Sisi. But Gulf states are pro-Sisi, which means they are against Muslim Brotherhood. Iran is pro-Hamas, but Hamas is backing Muslim Brotherhood. Obama is backing Muslim Brotherhood, and Hamas is against the US. Gulf states are pro-US, but Turkey is with Gulf states against Assad. Yet Turkey is pro-Muslim Brotherhood against General Sisi, and General Sisi is being backed by the Gulf states. Welcome to the Middle East and have a nice day. Donc si quelqu'un peut prétendre comprendre la région, probablement c'est à dire qu'on n'a rien compris. En regardant un peu les 6 pays dans un travail qu'on a fait avec les Nations Unies, on a identifié quelques éléments communs durant la période de transition. C'est vrai qu'il y a des degrés différents ou des éléments contextuels différents, mais il y a des common patterns. D'abord, on est en train de vivre des guerres géolocales. C'est-à-dire, c'est entre les acteurs géopolitiques et les localités, la rue. Où, il y a 20 ans, il y avait le niveau étatique, le niveau intermédiaire qui était présent, qui était compétent, qui était capable de gérer cette dynamique. Maintenant, il y a une relation directe entre le géopolitique et le local, où nos gouvernements ne sont pas capables de gérer ni l'information, ni les réponses, ni les réactions, ni la gestion de ces crises. Donc c'est un changement catégorique dans la relation locale, régionale, internationale. Une faible gouvernance, parce que durant la période de transition, c'est une révolution, donc c'est un choc dans le système, c'est une gouvernance qui est faible, beaucoup de corruption, de bureaucratie, c'est des institutions publiques qui ne sont pas souvent pas compétentes, n'ont pas de capacité, n'ont pas de ressources. On a entendu parler le matin, une université en 2015, c'est pareil au Liban, on parle de locaux. En 2015. En 2015, on parle, est-ce qu'une université qui travaille dans la recherche et les statistiques doit avoir une infrastructure technologique? En 2015. Alors que maintenant, sur les médias sociaux, Daesh est en train de recruter à travers les médias sociaux. Et on est capable de mobiliser et de créer des programmes tout en utilisant des technologies. Nos États, nos gouvernements parlent encore s'il faut qu'on ait un site web qui travaille. Donc c'est vraiment une faible gouvernance. Je vais provoquer les esprits. Si jamais très loin, vous allez me donner un signe parce que je vais sortir du pays à la fin. Ça ne va pas m'affecter. Il y a un problème d'accès
et faible qualité de nos services publics. Sur tous les critères, on est les pires placés dans le monde, dans nos systèmes éducatifs, nos systèmes de santé, de sécurité sociale, d'économie. Nos services publics ne sont pas assurés. Et puis on parle pourquoi il y a une instabilité politique dans le pays. Pourquoi il y a du terrorisme. Je ne vais pas parler de terrorisme, malgré que c'est un moment fort pour la région et pour l'Europe. Sachant que, juste pour lancer une question pour provoquer, est-ce qu'après 15 ans, ça se propage? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on pose une question après tout cet investissement? Est-ce qu'on est en train de traiter les symptômes ou les causes? Un secteur privé en difficulté, il n'est pas capable, il n'est pas compétent, il n'a pas déjà le cycle économique, le développement économique est au ralenti, donc il ne peut pas assurer cette alternative. Les organisations non gouvernementales sont non pérennes, ils n'ont pas suffisamment de financement, et s'ils ont un financement des instances internationales, c'est sur un projet 6 mois, 1 an, 2 ans, et à la fin on se retire, on laisse les gens dans leurs problèmes. Il y a un problème de leadership politique entre l'ancienne garde, la nouvelle garde, dans les périodes de transition. Donc, qui est-ce qu'on considère comme réformistes? Nos réformistes, ils sont ensemble sur la même table. Comment on va gérer ces rapports de force? Il y a un focus sur les réformes politiques plutôt que sur le développement. Donc, on est très centré sur la Constitution, sur la loi électorale, sur la décentralisation, beaucoup moins sur l'éducation, la santé, l'emploi, les questions qui touchent le vécu des citoyens. Les organisations religieuses partout dans le pays deviennent un supplément, un meilleur prestataire de services. Mais c'est une opportunité probablement, parce que la concurrence sur les marchés ouverts, c'est une bonne chose. Mais comment traiter avec des changements de rapport, de dynamique locale? Les attentes des citoyens sont très élevées. On veut que tout se passe en 1 année, en 2 ans. Pourquoi on a un gouvernement, ça fait 1 an, il n'a rien fait. Donc on a hâte à sortir de nos problèmes. Et les priorités sont ailleurs que ce que nos gouvernements pensent. Et ça, c'est des éléments qui sont répétés dans tous les pays en transition. L'étude qu'on a faite, c'était entre la Tunisie, le Yémen, la Libye, l'Irak, le Liban et l'Égypte. Et c'est les mêmes éléments qu'on voit à différents degrés parfois, il y a d'autres éléments qui sont différents, mais c'est des choses qui se répètent dans la région. À partir de là, comment on peut définir quel rôle l'entrepreneuriat social peut jouer et comment on peut la définir dans le contexte tunisien? Si on sait tout cela, si on sait que nos gouvernements ne sont pas capables et ne seront pas capables bientôt à traiter, à répondre aux besoins et aux droits des citoyens, surtout dans la région. On le sait. Et une attente de nos gouvernements dans short term, dans la période courte ou long terme, je pense qu'on construit sur des châteaux de sable. On sait que le secteur privé ne peut pas jouer son rôle. Nos ONG ne le peuvent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on répète les mêmes politiques publiques? Et là, l'idée de, est-ce qu'on peut avoir un modèle hybride? Ce n'est ni le gouvernement, ni le secteur privé, ni le milieu associatif. Créer un modèle hybride de tout cela pour traiter avec les problèmes sociaux d'une façon innovatrice, tout en utilisant les instruments du privé, mais pour le but de faire un impact. Et à travers des moyens d'innovation sociale. Et on ne peut pas parler d'innovation sociale sans données, ça c'est clair. Donc comment on peut faire en Tunisie, dans le monde arabe, dans les pays en transition, de créer des instruments locaux pour aider les citoyens à résoudre leurs propres problèmes économiques, sociaux, utilisant l'innovation, qui peuvent être évolutives, scalable. Qu'est-ce que vous dites scalable? C'est-à-dire qu'on peut refaire, qu'on peut reproduire, exactement, c'est ça, qu'on peut reproduire, tout en n'étant pas dépendant d'aucune, ni du secteur privé, ni du secteur public, ni du secteur associatif. Au niveau local. Et je vais donner des exemples sur cela. Mais il faut le contextualiser. C'est-à-dire, en Tunisie, on a découvert que c'est pas vrai que les Tunisiens ne sont pas des entrepreneurs. Et on entend cela des Tunisiens. Quand on faisait notre étude,
Il y avait beaucoup qui disaient, oh, nous ne sommes pas entrepreneurs. En fait, c'est pas vrai. Il n'y a aucun Tunisien que j'ai rencontré, il n'a pas 2 ou 3 chapeaux. Et comment on n'est pas entrepreneur? Mais par le fait de le dire, on le devient. Mais on a découvert que dans les régions, la ferme thérapeutique, on a rencontré des jeunes dans les universités, à l'IHEC, à l'ISG, je suis sûr qu'à l'ESAI aussi, on a rencontré des jeunes qui ont créé leur propre entreprise sociale sans que quelqu'un ne leur dise qu'il faut le faire. En fait, c'est un nouveau concept, mais c'est une ancienne pratique dans notre région. Dans la culture arabe, on n'est pas fier de faire de l'argent. Si on veut quelque chose, on ne parle jamais de je veux faire du profit. On parle je veux aider, on va être solidaire. Donc ça fait partie de notre culture de créer des solutions, tout en on veut faire du profit. Mais il y a cette culture sociale de solidarité qui existe dans nos pays depuis toujours. Le concept d'entrepreneuriat social est nouveau, mais la pratique est très ancienne en Tunisie, au Liban, en Irak, en Palestine, en Égypte. On fonctionne dans le social. Quand on avait, je vais arriver aux atouts, quand on parlait d'entrepreneuriat en Tunisie, et c'était vraiment impressionnant, tout le monde disait c'est un outil, c'est un instrument pour combattre la pauvreté. Si vous allez aux États-Unis et vous demandez de l'entrepreneuriat, c'est pour faire de la richesse, c'est pas pour combattre la pauvreté. Donc déjà, c'est un concept qui existe. Les Tunisiens sont entrepreneurs, c'est une ancienne pratique, c'est un nouveau concept. Là, on voit entre les pays, c'est sectoriel. Donc, est-ce qu'on veut s'investir dans l'éducation ou dans la santé? Ou est-ce que l'agriculture, ou tout ce qui est disability, tout ce qui est handicapé, personne à besoin spécifique. Donc, quels sont les secteurs dans lesquels la Tunisie veut s'investir pour créer des solutions par les citoyens innovatrices pour faire de l'impact et générer du revenu en même temps, pour que ce soit pérenne. Donc quelles sont les priorités au niveau pays et localité? Mais aussi, il y a la composante légale. Est-ce qu'on va, parce que là, en Tunisie, partout dans le monde arabe, on n'a pas une forme légale encore pour l'entreprise sociale. Ça n'existe pas comme forme légale. Ce n'est pas régularisé. Parfois, les gens disent, vous savez, le gouvernement, s'il s'introduit, s'il commence à régulariser, il faut la tuer. Donc c'est mieux de regarder ailleurs qu'on le fasse. Il y a d'autres qui disent que non, il faut la régulariser parce que aussi ça peut être manipulé. Sous le prétexte de faire du changement social tout en générant du revenu, on peut l'instrumentaliser pour manipuler les droits des gens. Donc la régularisation est importante, mais aussi on va voir comment on va donner en Tunisie, dans le monde arabe, quels sont les incitateurs, les motivations taxiales qu'on va assurer à nos jeunes pour qu'ils le fassent. Donc là, c'est un autre élément pour définir en Tunisie, donc le contexte politique, culturel, le contexte, la composante sectorielle, la composante légale, pour créer un nouveau mécanisme hybride. Et quand je dis hybride, j'aime bien ce modèle de Kim Alter. Quand elle parle d'entreprise sociale, elle le définit comme tel. Elle dit voilà, on a les organisations à but non lucratif, le milieu associatif. Et on a de l'autre côté, dans nos sociétés, on a les compagnies qui sont à but lucratif. Il y a des associations qui génèrent du revenu. Ce ne sont pas des entreprises sociales, mais qui ont des sources de revenus. Et il y a aussi des compagnies qui ont des programmes de responsabilité sociale. Ce ne sont pas des entreprises sociales. On parle de ce modèle hybride qui n'est ni association, ni à but non lucratif, ni à but lucratif. C'est des organismes, c'est des organisations qu'on crée dépendamment des modèles dans le monde, c'est-à-dire en regardant les États-Unis, ils ont le L3C, le Low Liability Companies. C'est des compagnies ils peuvent faire du profit, mais autant qu'on enlève de notre profit, on prend des motivations taxiales. En Scandinavie, dans les pays scandinaves, on ne peut pas faire du profit. On peut prendre un salaire, on ne peut pas faire du profit. Donc l'idée c'est, donc dépendamment des écoles de pensée, parce qu'il y a l'école gauche, l'école droite, mais dans tous les cas, on parle de ces organisations qui ont une mission sociale, mais qui sont pérennes dans leur revenu financier, dans leur profit. Est-ce qu'on partage une partie? Est-ce qu'on a le droit de partager un peu de dividendes? Non, ça dépend des pays. Pour le monde arabe, notre proposition, c'est d'avoir une stratégie qui est intermédiaire, différenciée. C'est-à-dire, vous pouvez faire du profit si vous travaillez dans des régions.
Est-ce que je vais trop vite? Je suis bien? Mon français est acceptable. Donc, probablement, par exemple, dans les politiques de l'entrepreneuriat social, on suggère, par exemple, dans les régions, on peut permettre un profit. Dans les espaces urbains, un peu moins. Dans les questions sociales de droit, on ne peut pas. Dans les questions agriculture, technologie, on peut. Donc, vraiment créer une stratégie, une politique différenciée pour motiver les jeunes, les étudiants, au lieu d'aller trouver un boulot dans une institution. Et je ne sais pas les taux de chômage en Tunisie, on arrive à 40% pour les étudiants universitaires. Donc on ne va pas trouver, c'est-à-dire presque chaque 2 personnes, il y a une personne qui ne travaille pas. On n'en est pas loin. Probablement dans tout le monde arabe. Si on ne met pas le chapeau, nous jeunes, si on ne met pas le chapeau, on va se prendre en charge dorénavant. On va voir s'il y a un problème d'éducation. Voilà, vous êtes des chercheurs, des statisticiens, des intellectuels. Quel genre de problème qui me passionne, comment je vais le résoudre? Et en le résolvant d'une façon innovatrice, je vais mettre une organisation autour pour que ce soit pérenne, générer des revenus et le résoudre afin que je puisse le reproduire dans le plus grand nombre de marchés, de régions dans le pays. Si on ne va pas se prendre en charge, personne ne va le faire. On peut rester à Tunan, on peut continuer à dire voilà, les choses ne changent pas. Ils ne vont pas changer. Sauf si on va se prendre en charge. Et je pense là, le rôle des jeunes, donc on parle de ce modèle qui sépare de l'associatif. J'ai encore 5 minutes. En regardant un peu la Tunisie, quels sont les atouts des Tunisiens? D'abord, ils considèrent que l'entrepreneuriat, c'est du social, ce qui est excellent. Les gens, dans la mentalité, dans la culture, les Tunisiens perçoivent l'entrepreneuriat comme un mécanisme contre la pauvreté. Je sais qu'il y a beaucoup pas de désespoir, mais on n'est pas satisfait du gouvernement actuel. Mais il y a toujours une volonté politique. Quand on a travaillé en Tunisie les 2 dernières années, on a remarqué, par rapport aux autres pays du monde arabe, il y a toujours une volonté politique, il y a une volonté populaire pour faire quelque chose. Et ça crée une dynamique qui est intéressante qu'il faut capitaliser sur. Le gouvernement tunisien a une des choses qui est négative, mais une opportunité. Le gouvernement tunisien reste jusqu'à maintenant le moteur de l'entrepreneuriat, alors que l'entrepreneuriat, c'est du privé. Donc le financement, les banques publiques, les incubateurs, les programmes au sein du ministère de l'Industrie, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est une bonne chose d'une façon, mais c'est-à-dire qu'il y a un besoin, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, et c'est-à-dire que toutes ces instances peuvent se transformer en entreprise sociale en elles-mêmes. Aussi, dans la recherche, beaucoup de gens ont dit que voilà, l'entrepreneuriat social, qui peut amener à un développement local, peut être un accélérateur de la décentralisation. Plutôt que commencer la décentralisation du haut, que ce soit autrement, qu'on crée nos solutions, qu'on développe nos capacités locales, et la décentralisation va se faire naturellement, plutôt que l'imposer. Les problèmes socio-économiques environnementaux s'intensifient, ce qui est une opportunité pour l'entrepreneur social. Pour les non-entrepreneurs, c'est des problèmes. Pour moi, quand je vais dans une région et je trouve qu'il y a un système éducatif ou une école qui ne travaille pas, c'est mon opportunité. Si ça travaille, je ne vais pas le faire. Est-ce que je peux enlever ma jaquette? Comment ça se fait? Je suis toujours sérieux. L'écosystème de l'entrepreneuriat souffre de manque de services. Il y a beaucoup de services que les entrepreneurs sociaux en Tunisie en ont besoin, mais ça n'existe pas. Des impact investment, il y a très peu, des social investment, des seed funding, de la formation, il y a pas mal de coaching, mais pas dans toutes les régions, des incubateurs, ça manque, ce qui est une opportunité, parce qu'on peut en créer. Il y a un problème de capital humain, financier, mais surtout un capital intellectuel, c'est-à-dire des données, de la connaissance. Comment on va travailler sur l'éducation, comment on va innover si on n'a pas de données? Donc il y a un problème, mais ça c'est des opportunités aussi. Donc comment l'entrepreneuriat social peut être un accélérateur pour la décentralisation? Ce que nos pays souffrent aujourd'hui, c'est que les citoyens
un mot qu'Arim a utilisé, c'est l'inertie. Nos citoyens sont inertes, ils attendent au gouvernement qu'il fasse quelque chose. Pour une stabilité politique, on a besoin de citoyens actifs, d'engagement civique réel dans la prise de décision. C'est-à-dire qu'on a besoin de citoyens qui veulent faire un impact dans leur société, qui veulent participer et qui veulent développer les communautés dans lesquelles ils vivent. Comment ils vont le faire? C'est à travers l'entrepreneuriat social, à travers les instruments de l'entrepreneuriat social. Parce que l'entrepreneuriat social, c'est créer des solutions, innover, prendre l'initiative. Donc, l'entrepreneuriat social peut être un mécanisme pour l'engagement des citoyens dans les affaires publiques d'une façon pérenne qui permet une décentralisation qui est centrée sur eux plutôt que centrée sur les politiciens. Parce que là, les débats sur la décentralisation, c'est souvent des débats politiques. Est-ce qu'on fait deux niveaux ou trois? Est-ce qu'on fait des élections partielles? Comment on va diviser les districts? En fait, ça peut être tout à fait le contraire, ça peut être bottom-up. Si on crée des opportunités au niveau local, la décentralisation peut se centrer sur les besoins et les droits des citoyens. Elle est accélérée par l'initiative privée des citoyens. Et les solutions qui peuvent être créées peuvent devenir des politiques publiques. Une fois nos gouvernements sont plus prêts, j'avais une amie ses parents avaient une école aux États-Unis, c'était à Virginia. Ils ont créé leur propre module et système éducatif. Ça a réussi. Les élèves ont eu d'excellentes notes dans le système général. Elle a documenté ce projet, et elle est allée au Congrès, et elle a dit voilà, j'ai une solution pour nos écoles. Et maintenant, le Congrès et le Parlement est en train de délibérer la solution qui a été faite par ses parents. Donc, on ne fait pas l'entrepreneuriat social pour réduire les capacités de nos gouvernements. Au contraire, c'est l'espoir, c'est que les solutions qu'on va développer vont se transformer en politique publique quand nos politiciens seront prêts. Ou quand on veut les faire. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est pour développer les capacités locales, parce qu'on ne peut pas parler de décentralisation si les capacités locales. Si on fait une décentralisation maintenant en Tunisie, ça va échouer. La Turquie, ils ont pris 5 ans, ça n'a pas marché, c'est maintenant que relativement. Au Maroc, on parle de succès, mais on est loin d'un succès réel. Au Liban, on a complètement échoué. Parce qu'on décentralise l'autorité et le pouvoir, mais on n'est pas équipé au niveau local. Nos systèmes électoraux sont archaïques, ils ne sont pas, they don't ensure fair representation, une représentation juste. On n'a pas de système judiciaire, donc c'est la corruption du haut en bas. On donne du pouvoir, mais on ne sait pas quel pouvoir, on ne sait pas si on va être responsable des pouvoirs qu'on va distribuer. Et nos services publics ne sont pas présents pour assurer la transition au niveau local. Nos municipalités, nos gouvernements locaux ne sont pas capables de le faire. Donc d'autant bien, si on veut une décentralisation, et le plus vite possible, on doit s'investir à développer ce mécanisme d'entrepreneuriat social, d'initiative privée pour résoudre des problèmes, à ce que nos localités se préparent pour ce processus de décentralisation. Et je termine. Je vais donner juste deux exemples. Donc, si nos localités, donc pour clôturer mon argument, si nos gouvernements ne sont pas capables, le secteur privé, l'associatif ne sont pas capables, si l'instabilité c'est à cause de la pauvreté, de l'emploi, de l'éducation, de la santé, si on arrive à trouver des solutions hybrides, innovatrices, qui peuvent renforcer le rôle du gouvernement, qui peuvent rendre nos localités plus autonomes, il y aura moins de causes pour l'instabilité, donc on aura une stabilité politique. Si on ne va pas développer nos localités, on va voir une autre révolution en Tunisie bientôt. Je ne sais rien du tout. Je dis, mais on sait qu'une des raisons, c'était que c'était là. Juste pour faire un peu plus vite, je vais donner un exemple, par exemple, qu'on a fait au Liban à travers Beyond Development, l'entreprise dans laquelle je travaille, je gère.
On est allé dans nos municipalités. Vous savez, on a 1,5 million de Syriens au Liban sur 4 millions. 30%. Ce qu'on a essayé de faire, on est allé aux municipalités, au gouvernement local, on a dit, voilà, votre rôle, c'est de développer l'économie locale. Parce qu'on a besoin de créer de l'emploi pour 1,5 million autres que les Libanais. Le projet, c'était de transformer nos municipalités en incubateurs. On a fait un projet pilote dans 24 municipalités. Comment on va faire ça? Nos municipalités n'ont pas les moyens, n'ont pas les ressources humaines. On a dit, voilà, on va vous aider à sélectionner les gens qui ont des capacités économiques dans votre société. Des chefs d'entreprise, des enseignants, des étudiants qui ont fait leur MBA, on va les identifier. On va créer un comité local économique. Ce comité va lancer une compétition d'innovation sociale dans les priorités que vous choisissez. Si le problème dans une région du Nord, c'est un problème d'éducation, d'agriculture, voilà le problème. Inciter les gens, une compétition pour les meilleures innovations sociales. Ce comité va sélectionner. On a formé des coachs de la société civile pour que ces coachs accompagnent ces bonnes idées qui ont été sélectionnées. Et on a créé le lien, le réseau, avec toute instance qui est prête à financer. Et la Banque centrale l'a adopté et a dit, voilà, je vais mettre 400 millions de dollars comme garantie pour tout jeune qui veut créer sa propre entreprise. Juste une garantie. Il n'a même pas financé, mais c'était excellent. On a eu des idées qui étaient, je sais parce qu'on a travaillé en Tunisie, il y a des idées pareilles. Une des régions qui s'appelle Arsène, c'est une région qui est entre le Liban et la Syrie, où il y a Daesh et tout ça. Un jeune, il y a des carrières dans cette région. L'économie dépend des carrières. Vous savez, les carrières, on casse les montagnes pour faire. Et puis on envoie la boue, l'eau avec de la poussière dans les rivières. Il est chimiste, développé une formule organique pour transformer l'eau de la boue en peinture. Il recrute 20 jeunes Syriens. Maintenant, la région qui est le plus en danger, il y a une entreprise où il y a 20 Syriens et Libanais et qui peignent les immeubles, les maisons dans cette région. Il y a des idées qui sont... Donc on a pensé, il y a un type qu'on a découvert dans une région ultra-rurale, il crée de l'énergie de la pesanteur. Et ça fait 5 ans qu'il investit un peu de son salaire pour le faire. Et ça existe en Tunisie. Donc ça, c'est un premier modèle. L'entrepreneuriat social peut être aussi une alternative pour la pérennité des associations. On travaille maintenant en Irak pour aider les associations de se transformer en entreprise sociale, parce qu'elles ne sont pas pérennes. Donc on a les associations, la société civile, ils sont saisonnières, dépendamment du financement. Donc transformer leur modèle en modèle qui est pérenne. Aussi, ça peut être une alternative du partenariat privé-public qui n'a pas marché dans la région à cause de la corruption. Donc, on regarde le modèle scandinave, on crée des ministères, des institutions publiques citoyennes. C'est plutôt que privatiser le secteur du télécom, on va mettre une entreprise où les citoyens, ils ont une limite combien ils peuvent investir, et on crée une entreprise citoyenne qui est gérée par un comité de citoyens, comme une alternative de vendre nos ressources ou nos institutions publiques. Ça peut être aussi un instrument alternatif on parle beaucoup de empowerment de jeunes et de femmes, ça peut être aussi un instrument alternatif. Ce qu'on fait dans notre entreprise, nous sommes une entreprise sociale aussi, donc je clôture par cela. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé autour de nous, dans le monde arabe, on a dit, voilà, qui fait des politiques publiques dans nos pays arabes? Soit on cherche un consultant, soit les Nations Unies, et souvent les gens ne participent pas à ce processus. Nos politiciens, la plupart des fois, ne sont pas capables, compétents, équipés pour faire des politiques, ils n'ont pas le domaine. Donc on va le faire, c'est une opportunité. Si on a des politiques publiques qui sont dans les tiroirs, il faut les exécuter. Donc on fait du conseil de la gestion publique, du public management consulting, donc assister à l'exécution des politiques publiques. Et puisqu'on a découvert qu'un changement ne peut se faire que sauf si les citoyens sont partenaires dans ce processus, on fait du développement des capacités dans le sens de l'engagement des citoyens à travers la société civile et l'entrepreneuriat social dans ce processus de développement des politiques publiques et de la réforme des institutions publiques. Ça fait 6 ans qu'on travaille, on a commencé en Géorgie, maintenant on est dans 12 pays arabes, des pays du Golfe, du Nord de l'Afrique,
et le Liban. Merci. Il reste du temps. Allez. Merci beaucoup, Gilbert, pour cette excellente présentation pleine d'idées, d'espoir, mais aussi d'inquiétude et de provocation. Vous avez évoqué des questions d'actualité, telles que l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, je ne vais pas commenter un petit peu la présentation, mais pour ne pas peut-être perdre du temps, je vais céder directement la parole à la salle. Donc, on a 15 minutes, madame, on a 15 minutes avec nous. C'est bon, alors on a 15 minutes donc, pour la discussion. 25 minutes, ok. Donc, oui, j'ai trouvé vraiment excellente et la provocation permet effectivement d'alimenter la réflexion et je remercie Gilbert pour sa présentation. Je vais faire 3 observations. D'abord, Churchill disait la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Je crois que c'est encore valable aujourd'hui. Peut-être que je crois que c'est valable aujourd'hui parce que j'ai 75 ans, mais je crois quand même que c'est valable aujourd'hui. La deuxième observation, c'est plutôt une question. On a un exemple concret. Vous avez dit que le Liban, il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de gouvernement, et ça marche. Oui, ça marche. Je voudrais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, je crois qu'une des crises les plus graves qu'il y a dans l'opération de Beyrouth, c'est le traitement des ordures ménagères. Ça a l'air de rien, c'est vraiment un grave problème. Comment pensez-vous, sur ces exemples concrets, que le concept que vous développez peut apporter une solution? Et ma troisième observation, elle est relative non pas à un pays arabe en particulier, elle est relative au continent africain dans son ensemble. Aujourd'hui, l'Union africaine essaie d'imposer un modèle d'institut statistique panafricain avec une conception complètement totale. Et je suis sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais du coup, ça peut avoir des dommages collatéraux très importants. Et je pense qu'il faut absolument, dans ce cas-là aussi, bon, l'intégration africaine, c'est un slogan. Tous les hommes politiques africains sont en faveur de l'intégration. Personne ne peut être contre l'intégration, évidemment. Mais en même temps, la façon dont c'est présenté ne marchera pas, parce qu'il y a une démarche autonome. Et je crois que dans beaucoup de domaines, la démarche autonome est tout à fait indispensable. merci beaucoup. Je prends 4-5 questions. Voilà. Bonjour Gilbert. Je vous rejoins sur une observation. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des institutions qui se demandent s'il faut avoir un portail électronique en service. Alors, la question est d'autant plus douloureuse que la Tunisie, en 2005, a réuni, tenez-vous bien, le sommet mondial de la société de l'information. Et que, jusqu'à aujourd'hui, on est responsable de l'agenda mondial des IT. Et en ce moment, le dernier round de cet agenda se déroule à Valais. Alors, vous utilisiez le qualificatif de pérenne. Pour que ce soit pérenne, il faut qu'il y ait une vision. La vision, vous proposiez la décentralisation. Je crains que vous fassiez fausse route parce que vous avez parlé de l'exemple de la Belgique au Liban, et pourtant vous disiez le pays marche. Il ne marche pas en réalité. Il n'y a pas un ordre national. C'est laissé à l'abandon. L'Italie a frôlé cette situation-là. Mais l'Italie ne s'est pas effondrée. Pourquoi? Parce que je crois avoir la réponse. L'Italie est une fédération de régions. Alors, la question, faut-il décentraliser? Et je vous cite un peu ce qui se dit comme insuffisance concernant la décentralisation. Ce n'est pas le manque de moyens, mais c'est le manque de concertation. Les horizontalités ne marchent pas. Le type d'éducation construit une école là où le gars du transport ne peut pas amener les bus, et avec le gars de la santé qui fait un dispensaire très loin, et le gamin qui veut avoir des soins ne peut pas se rendre au dispensaire parce que le transport n'est pas assuré, et ce sont des horizontalités qui ne marchent pas. Alors, à un moment, on s'est dit, il faut découper le pays. Et un économiste assez brillant avait dit, alors, découpons-le selon une logique précise. Essayons de constituer des bassins d'emploi. Est-ce que ça vous semble cohérent? Et pour la structure, vous dites l'instrument hybride, est-ce que la coopérative ne répond pas à ça? La coopérative ou l'entreprise individuelle?
Merci. Droite ou gauche? Droite. C'est bon? Gilbert, tu peux répondre à ces deux questions. Il ne faut pas faire. Le Liban peut apprendre, donc tout ce qu'on a fait, il ne faut pas le faire. C'est les meilleures leçons parce qu'on a tout fait d'une façon. On a failli dans tout. Mais en même temps, je veux dire que c'est une opportunité. Quand je dis que ça marche, quelque part dans les périodes de transition, on n'a pas besoin de recréer les mêmes systèmes qui n'ont pas marché avant. Donc là maintenant, il y a une opportunité pour la Tunisie, pour le Liban, on peut créer des systèmes qui sont beaucoup plus résilients et beaucoup plus antifragiles par repenser un peu le rôle du gouvernement. Pourquoi on veut refaire le gouvernement qui n'a pas marché, ça fait 20 ans? Le processus de transition, on a tendance à refaire ce qu'on sait faire. Pourquoi on va le faire? Mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Les gouvernements actuels, tels qu'on les a conceptualisés, ne fonctionnent pas. Donc il y a une opportunité maintenant pour les Tunisiens à repenser. J'étais à Harvard la semaine passée, ma présentation c'était les gouvernements et la technologie. Et dans la conversation, parce que là-bas les gens sont trop axés technologie, il y a une idée qui est sortie. Est-ce qu'on peut transformer les gouvernements en un serveur? Et ils étaient très sérieux. Et les jeunes là-bas, il y a 5 jeunes qui se sont mis volontaires à me dire, voilà, on va travailler avec toi volontairement pour développer ce concept. Ils ont proposé, voilà, on va faire un serveur qui est géré par des techniciens. Et puisque c'est la technologie, c'est la démocratie directe. Je n'ai pas besoin d'élire un parlementaire pendant 4 ans ou 6 ans. Ça peut être sur des causes, des projets. C'est-à-dire, si on débat maintenant environnement, je vais élire quelqu'un pendant 6 mois pour délibérer les questions d'environnement, mais tu ne vas pas rester pendant 6 ans pour traiter dans toutes les questions que tu connais beaucoup moins que je connaisse. Donc, ça peut être une démocratie représentative. Aussi bien pour les institutions publiques. Pourquoi j'ai besoin de remettre en place tous les ministères de la même façon, qui n'ont pas fonctionné, qui sont bureaucrates, et refaire les mêmes systèmes qui n'ont pas marché? Pourquoi je ne crée pas des institutions citoyennes qui appartiennent aux citoyens, qui bloquent notre innovation de repenser nos systèmes de gouvernance? Je pense de ce côté, je pense que le Liban a réussi. Il n'a pas réussi, il n'a rien réussi. Il y a le désordre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui permet au Liban d'être résilient jusqu'à ce moment. Et s'il n'y a pas une décision géopolitique, je peux garantir que le Liban restera relativement stable. C'est que, puisqu'on ne sait que vivre que dans la crise, on a développé des alternatives. Il n'y a pas de cabinet, on a besoin. La question d'un lieu maintenant, ce qui permet au Liban à survivre jusqu'à maintenant, c'est que les gens ont pris la relève. C'est-à-dire, il y a un mec qui a créé une entreprise maintenant, il a cherché un camion, et il l'a divisé, et il passe maintenant dans les ordures. Il fait la séparation sur le champ, et puis en le faisant, il va et il les vend. Et maintenant, il commence à acheter plus de camions, et on commence à lui demander. Il n'y a pas d'électricité, on a créé un générateur dans chaque ruelle. Il n'y a pas de l'eau, on a creusé un, et on vend maintenant l'eau. Je ne dis pas que c'est un modèle qui est ce modèle d'autogestion. Ce que j'essaie de dire, puisqu'on est dans un espace universitaire, qu'on laisse notre imagination un peu jouer dans ce monde, et essayer de voir si on peut créer des modèles alternatifs de ce qu'on a su et ce qui a failli, ce qui a échoué durant les 20-30 ans passés. Le monde est en train, maintenant, Obama a invité tous les techs, tous les innovateurs sociaux de venir au gouvernement pour recréer le système américain. Et nous, on n'a pas de système, et on veut refaire le système qui a échoué. On a la possibilité, si on considère que nous, Arabes, on a les compétences, voilà, qu'on les mette sur la table. Une deuxième question, je pense que les coopératives, c'est un modèle qui est, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat social, je suis d'accord. C'est un des modèles qui peut être, je sais que là, la question de coopérative en Tunisie, c'est une question, quand on utilise le mot coopérative, il y a une mauvaise expérience. Mais comme modèle socio-économique, je pense que ça peut être un modèle qui est valable. On peut le faire évoluer, le groupement d'intérêt économique ou le consortium. Exactement, ça peut être un développement, une altération du, comment vous l'appelez? GIE, groupement d'intérêt économique. Exactement, le groupement. Donc ça peut être une aberration de celui-là. Donc il y a une culture dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il y a?
D'accord. D'autres questions, s'il vous plaît? Ah, les régions, vous n'avez pas répondu. Donc je reviendrai après. Je J'attends. Je peux je reprends. Je vais évoquer le problème de la Tunisie sur le plan industriel. Tout au moins à l'époque d'il y a 20 ans, et l'expérience qui a eu lieu était très riche à l'époque. Donc, pour ne pas trop s'évader, je pense qu'à l'époque, on a eu un groupe d'hommes tunisiens, on a pu mettre sur pied une idée de devenir un jour des fabricants de matériel. Et on a réussi, avec peu de moyens à l'époque, et devenir les premiers fabricants en Tunisie. Et à l'époque, on était les seuls dans le monde arabe à fabriquer ce matériel. Bref, je veux dire par là que pour mettre sur pied un projet, il y a deux choses qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, avoir une volonté de défendre son idée. C'est le premier point. Secondo, même si, à l'époque, et je me rappelle très bien, même l'administration tunisienne à l'époque n'a pas voulu comprendre que ce projet peut être rentable pour la Tunisie. Donc on a tout fait pour nous abattre, mais ils n'ont pas réussi à nous abattre. Dieu merci. Donc on a trouvé la combine à travers la publicité. Nous avons réussi à faire de la publicité à l'époque et on s'est imposé sur le marché à travers de la pub. Donc il y a des idées à développer, mais l'idée motrice qui doit toujours être présente chez les nouveaux créateurs d'entreprises, ils doivent penser que mettre sur pied une entreprise n'est pas une chose simple et qu'il faut mettre le paquet, ça veut dire une bonne volonté, il faut avoir de la persévérance, une continuité. Et il ne faut jamais lâcher. C'est très important. Par ailleurs, les sujets qui sont évoqués par monsieur, c'est un peu, je m'en excuse, de dire à notre cher présentateur que c'est un système D et ce système D ne peut pas fonctionner en Tunisie. Je vous remercie. D. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes qui ont des questions? Ça me répond. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des idées en Tunisie ou les jeunes n'ont pas d'idées? Énormément. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeunes qui ont des idées. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, moi, c'est ce que je pense par rapport au Liban. Le modèle du Liban est complètement différent de la Tunisie parce que vous avez un parlement depuis des années. Et maintenant, vous souffrez que votre souffrance, c'est que vous n'avez pas fait des élections. Donc, vu la révolution dans le printemps arabe, donc du coup, vous souffrez. Donc là, je comprends pourquoi vous dites qu'on n'a pas besoin de parlement. Mais je ne sais pas si votre modèle exactement là, autre chose par rapport à ce que vous venez de raconter. J'étais dans un voyage d'études en Europe il y a 2 semaines, donc, et là, je suis passée par l'Allemagne. Et sur le système fédéral, là, on donne vraiment la parole au Parlement. Chaque région ou chaque gouvernorat, il a son propre Parlement à lui. Et après, il y a la municipalité. Donc la municipalité, il y a quelqu'un qui est élu donc déjà par le peuple, parce que quand vous parlez de la représentativité, donc vous devrez être élu par les citoyens. On ne peut pas créer des comités, c'est-à-dire on est déjà sélectionné par un responsable, un non-responsable, c'est-à-dire le gouverneur ou le président de la municipalité, ça dépend. Donc on devrait passer systématiquement par les élections pour parler systématiquement aussi de la représentativité. Et après, ce que j'ai remarqué très intéressant quand vous parlez donc du travail collaboratif ou peut-être des partenariats et tout, l'entreprise d'une part, et en parallèle donc les citoyens ou tous les acteurs, si je prends comme exemple l'université, il y a université et entreprise, il y a ce partenaire direct, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 2 établissements dans différents lieux, mais sur le même champ, vous avez une université en place, en même temps une entreprise mise en place. Et là, vous trouvez l'intégration systématique, et là, vous pouvez directement parler de travail fructueux et vraiment d'une réelle synergie. Donc, cela est-il faisable avec les moyens qu'on dispose en Tunisie et au Liban, qui, je rappelle, qui sont 2 pays complètement différents. On n'a pas les mêmes sectes, on n'a pas les mêmes religions, donc pas mal de facteurs qui interviennent. Merci. Votre prénom? Nouhé Bil'id. Nouhé. C'est pas la même prononciation.
D'autres questions, sinon... Ok, donc. Les gens n'ont pas d'idée. Ça me les vend. Il les cache. Tu as une idée? Espérons. Des jeunes en Tunisie en termes d'entrepreneuriat, parce que moi je suis déjà formatrice en entrepreneuriat et j'ai déjà passé des cycles de formation avec les jeunes et que j'aimerais vraiment insister sur le fait que nos jeunes en Tunisie ne voient plus l'entrepreneuriat comme entrepreneuriat social parce qu'ils veulent vraiment créer de la richesse d'une façon rapide, ils n'ont pas vraiment la patience pour créer ces petits projets en faveur de la société et tout cela. C'est pour cela qu'on est maintenant dans l'ère d'attendre que le gouvernement nous fournisse tout. Dernière question. Moi, je voudrais demander une chose très simple, en fait, et dont je connais déjà la réponse. C'est que, oui, il est vrai, en tout cas, bienvenue à vous, merci de votre présence. Mais le problème que vous avez soulevé, notamment, c'est, je crois, ces jeux géopolitiques et ces interventions au niveau des pays arabes et africains. C'est ça qui détruit, je crois, toute vérité et tout potentiel énorme. Moi, les jeunes, j'en connais énormément. Je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ont énormément d'idées, ils ont énormément de potentiel. Malheureusement, il n'y a aucun outil créé pour leur permettre de développer ces idées et ces outils. Prendre simplement les applications informatiques. Aujourd'hui, des entreprises étrangères sont installées chez nous, prennent ces idées-là et les développent et les vendent, alors qu'un jeune pourrait créer son entreprise, devenir millionnaire, ce serait la valeur plus ajoutée, et j'en passe. Nous n'avons pas de fonds capital risqueur pour justement faire que ces jeunes puissent se développer, etc. Et j'en reviens, moi j'ai toujours dit une chose, en accordant quelques interviews en radio à des chaînes étrangères, j'aurais dit une chose. Nous, Tunisiens, nous sommes comme vous les Français. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais à la différence, on a ajouté le système d'idées. Et c'est là où je vous rejoins énormément. C'est que si nous laissons ce potentiel de 6-7D se développer, nous allons développer une nouvelle société. Maintenant, il s'agit d'y croire. Merci. Rapidement, la question. Encore des questions? Quelques questions, monsieur Gérard. La première chose, c'est le développement local. Vous avez exposé le développement local alors qu'on doit intéresser plutôt aux acteurs locaux. Les acteurs locaux qui vont être les responsables de tout développement local. D'une part, on ne peut pas traiter ce sujet. La question, personnellement, je vois la question, est-ce que le développement national est une sommation mathématique du développement local ou non? Vu qu'on n'a pas une stratégie de développement national, donc on ne peut pas instaurer un développement local. La première question. La deuxième question, c'est vous avez parlé de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social est né après une crise économique. En Tunisie, après le programme d'ajustement structurel. On n'a pas parlé de l'entrepreneuriat social dans les années 70, dans les années 60, malgré qu'on a une expérience de coopérative, les coopératives. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est une nécessité pour lutter contre la pauvreté. Dans la majorité des pays. Deuxième question. La troisième question concernant après tout les changements politiques, économiques, on parle toujours de développement local, démocratie locale, gouvernance, économie sociale, alors que la stratégie nationale, on n'a jamais parlé d'une stratégie nationale. Dans les 6 pays que vous avez cités, on n'a pas parlé d'une stratégie de développement de l'Irak, de la Tunisie. Votre effort, c'est contribuer à une, c'est-à-dire contribuer, ce n'est pas M. Gérard, les Tunisiens, les acteurs locaux, les partis politiques, et d'autres, contribuer à identifier une stratégie de développement. Ce n'est pas des chiffres, seulement des choses. Le développement, c'est le changement des structures économiques, sociaux et même culturelles. Merci.
bien. Il y a plusieurs questions difficiles. Vous connaissez l'histoire d'Einstein? Einstein a fait sa formule de la relativité, il faisait ses présentations toute la journée, il a fait 9 présentations, il y avait une 10e, et à la 10e, il ne pouvait plus, il est mort. Il dit à son chauffeur, je ne peux pas le faire, la 10e. Le chauffeur lui dit, mais quand même, je t'ai écouté 9 fois, je peux faire la 10e, personne ne va te reconnaître, tu vas t'asseoir à ma place, je vais faire la... Je ne sais pas, il dit, vous savez, c'est une question qui est vraiment très stupide, je vais demander à mon chauffeur de la... Donc s'il y a un chauffeur qui peut m'aider, je vais demander à un de mes chauffeurs. D'abord, juste pour continuer la question du Liban, je ne pense pas que le Liban est un bon modèle. Probablement ce que j'essayais d'inciter, puisqu'on est dans l'espace universitaire, qu'on se permette de repenser ce qu'on sait et ce qui a failli. Qu'on se permette d'être innovateur. Si là, on ne peut pas imaginer des choses, on ne va pas les imaginer sur le marché du travail. Pour moi, l'université, mes étudiants, je ne donne pas un cours. Mes étudiants n'ont pas besoin de mes idées, ni de mes connaissances, ni de mon doctorat. Ils n'en ont pas besoin. Je suis sûr, j'espère en Tunisie la même chose, nos étudiants n'ont pas besoin. C'est pour ça que je suis un peu... Pourquoi les gens n'ont pas d'idées, des suggestions, parce qu'il n'y aura pas un changement en Tunisie si l'espace universitaire n'est pas un espace d'innovation. Et l'espace d'innovation ne se fait pas par quelqu'un me dit ce que les autres historiquement ont fait. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé, juste pour rigoler, mais aussi parce que ce n'est pas un modèle, le Liban n'est pas un modèle, c'est un modèle de faillite, donc je n'essaie pas de le voir. Le système D. Je provoque, je vais provoquer. Je suis sûr que ma génération et plus, on ne peut pas concevoir les questions de faillite ou d'échec. La meilleure chose, si j'ai bien compris la question, je pense qu'on ne peut pas devenir entrepreneur social si on échoue 3 ou 4 ou 5 fois. Et on apprend de ses faillites, de ses échecs. Si le système, si j'ai bien compris, se débrouillait, qu'il y ait un gouvernement qui ne l'est pas, il n'y aura pas un développement économique et social d'un pays, sauf si les gens prennent l'initiative, se débrouillent et essaient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, différentes façons, et on échoue la première, la deuxième fois. Et je ne dis pas cela juste pour répéter des choses. Je connais beaucoup de jeunes Tunisiens qui l'ont fait 5 fois. Et si vous rentrez, vous mettez Tunisie, entrepreneur social, il y a tout un écosystème hyper dynamique et il se positionne dans la région comme parmi les plus actifs. Donc ce n'est pas nouveau pour la Tunisie, ça existe maintenant. Même s'il y a des jeunes que vous enseignez, mais par exemple j'étais dans un cours, je ne vais pas nommer l'université, la prof enseignait la créativité comme un cours. Donc la créativité c'est voilà, on est créatif si on est 1, 2, 3, 4, il faut mémoriser ce qu'est la créativité. J'observais le cours, je demande, est-ce que quelqu'un a créé quelque chose cette année? J'ai créé de la musique, j'ai fait un site pour vendre des designs. J'ai créé un mini-shop pour vendre les produits organiques agricoles de mon père. Ah oui, donc il paraît que les étudiants sont beaucoup plus créatifs souvent de nos autres enseignants. Et ils sont beaucoup plus développés. Avec la technologie actuelle, ils ont accès à tout ce qu'ils veulent. Maintenant, tout en parlant, probablement, je ne sais pas de l'internet dans la chambre, mais probablement ils ont imaginé mes références. Donc on est dans un autre monde, il faut se rattraper. La décentralisation, la question de... je suis en faveur du modèle de gestion qui s'appelle l'administration, la décentralisation. Pour moi, c'est un modèle de gestion. Mais pour moi, ce n'est pas un modèle idéal. C'est-à-dire, j'ai peur d'une chose dans nos pays qui ont des gouvernements centraux faibles. Je décentralise s'il y a un pouvoir central. Si le pouvoir central déjà est faible, qu'est-ce que je décentralise? Je dévolue quel pouvoir? Mais déjà, le pouvoir est faible. Je ne suis pas contre la décentralisation. Ce que je dis, c'est que ça doit être un processus. Un processus où il y a une stratégie de développement national. Un processus de cohésion sociale. Un processus de développement économique. Et un processus de décentralisation administrative. Et ça doit être un processus
Ce n'est pas une loi qu'on met dans le Parlement et voilà, maintenant on a une loi, on fait des élections, on est dans un pays décentralisé. Non, ce n'est pas vrai. C'est un processus à long terme qu'il y a un requis, ou plusieurs requis qui doivent être en place avant d'aller à, voilà, on va dévoluer le pouvoir. Donc je suis avec que ce soit un processus. Et la dernière question, la question de... relation, j'ai mis l'idée, et je pense que ça c'est un bon exemple de partenariat entre privé et public. Vous savez que maintenant il y a beaucoup d'universités qui sont créées par le public. Ça doit être beaucoup plus que se réunir dans une salle. Comment on va engager des profs qui sont du privé? Comment on va envoyer, et au lieu que seulement on fait de la recherche et on met dans les tiroirs, comment on va inviter nos enseignants à avoir quelques années du privé avant qu'ils ne finissent leur recherche ou leur travail académique? Comment on va créer une réelle intégration de ces espaces plutôt qu'une forme? Parce qu'en regardant maintenant les dynamiques, je sens que les étudiants, vous êtes seuls. Je ne sens pas qu'il y a une interaction entre vous, entre le privé, on est deux classes dans la salle. Juste pour clôturer avec une provocation, c'est que, et une preuve peut être parce que vous n'avez pas d'idée. Et si vous allez continuer à ne pas avoir d'idées, la Tunisie ne va pas se développer. Je sais, vous avez beaucoup d'idées, j'ai enseigné même à l'université là, je connais la dynamique des Tunisiens. Je vous souhaite une excellente après-midi, je vous remercie énormément pour l'invitation. Pour moi, la Tunisie a influencé ma vie, c'est-à-dire l'expérience que j'ai vécue là m'a donné beaucoup d'idées et ce que j'ai présenté pour les municipalités s'est inspiré de mon exercice, de mon intervention en Tunisie en fait, parce que j'ai été dans la région et j'ai découvert, c'était une inspiration pour moi. Même dans mon parcours académique, c'était une inspiration. Je vous souhaite une excellente année aussi 2016. J'espère que la Tunisie gardera sa stabilité et son développement économique. Et je pense un jour, parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes culturelles, un jour on fera un jumelage Liban-Tunisie contre la... Vous l'avez fait à 3000 ans. À bientôt, merci. Ok, donc merci beaucoup pour cette présentation, pour la provocation aussi. C'est vrai que les Tunisiens ont plein d'idées, plusieurs idées, et ça se confirme de plus en plus. Donc merci beaucoup et